Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour assister à ce nouveau webinaire du cycle Ils et elles l'ont fait, Ce porté par webinaire la est transcrit et Fabrique résumé. d'innovation pour les transitions du secrétariat général des ministères Transition écologique, aménagement du territoire, transport, ville et logement. Donc c'est un cycle qui intervient dans le cadre d'un partenariat qui lie notre sous-direction de l'innovation pour les transformations avec l'Institut de la gestion publique et du développement économique, l'IGPDE, qui est donc opérateur de formation continue des ministères économiques et financiers. Et dans le cadre de ce partenariat, différents événements sont régulièrement organisés, comme des rencontres économiques qui portent sur des thématiques environnementales. Il y a également des conférences, tables rondes économie et changement climatique sur les croisements entre enjeux économiques et climatiques et les impacts des uns sur les autres. La dernière s'est tenue le 18 novembre et portait sur l'eau et l'économie. Et puis, deux autres formats, donc des 90 minutes pour le lire, qui sont consacrés à des ouvrages traitant d'enjeux écologiques. Et puis enfin, donc, le cycle Ils et elles l'ont fait, qui nous réunit aujourd'hui. Donc, c'est un cycle qui a été lancé en mai 2023, qui se compose de webinaires, mais aussi de visites apprenantes, qui permettent de rencontrer des entreprises et des acteurs qui ont redirigé ou même développé leur modèle économique vers plus de soutenabilité et qui donc ont réalisé leur transition écologique et sociale. Et donc, dans ce cadre-là, l'année passée, on a pu rencontrer Thomas Hurier, qui est fondateur et président de la marque française 1083, à travers laquelle il a relocalisé la fabrication du jean en France. Cette année, il y a eu un premier webinaire qui était dédié à l'entreprise des sirops Monin. Nous avons échangé avec Rodolphe Buclin, directeur RSE, et puis Ludovic Lanouguer, qui est chef de projet LifeZeus. Ils nous ont notamment explicité de quelle façon ils faisaient face à la raréfaction de la ressource en eau. Et puis, deux visites ont été organisées. La première à Anville-le-Labo, donc qui est un écolieu situé dans le 20e arrondissement de Paris et qui est pionnier dans les activités de reconditionnement et de vente d'appareils électroménagers. Et puis, la seconde visite, c'était dans l'atelier de reconditionnement de Cycle Up, qui est un acteur du réemploi des matériaux de construction. Donc, les webinaires qu'on organise dans ce cadre font l'objet d'enregistrements. Donc, vous pouvez tout à fait programmer des séquences de rattrapage, partager également les liens vers les webinaires. Vous retrouvez également toute la programmation des années passées sur la page de l'IGPDE et sur notre site internet. Aujourd'hui, donc, nous avons le grand plaisir de recevoir Eva Sadoun pour un webinaire qui est consacré à la finance à impact et à son parcours d'entrepreneuse engagée pour une économie plus durable et inclusive. Eva, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, en quelques mots, et avant de vous laisser la parole, donc pour vous présenter, vous êtes une entrepreneuse et activiste aux multiples casquettes, cofondatrice de l'ITA, plateforme d'investissement à impact social et environnemental, de Rift, une application qui permet à chacun de mesurer l'impact de son épargne. Vous êtes également autrice du manifeste Une économie à nous, où vous proposez de repenser les règles économiques au service du bien commun, et créatrice du podcast Loin des yeux, loin du Caire, dans lequel vous explorez l'économie du soin et ses enjeux pour notre société. Vous êtes également engagée dans le cadre de la coprésidence du mouvement Impact France et en tant qu'administratrice au sein de l'association FAIR. C'est de cette première dimension de votre parcours, celle d'une entrepreneuse engagée pour une finance plus responsable et éthique, que vous allez nous parler aujourd'hui. Vous reviendrez également sur votre vision et vos engagements en faveur d'une finance durable à travers vos rôles et vos actions au sein du mouvement Impact France et de l'association FAIR, qui œuvre à faire évoluer le système financier vers davantage de responsabilité et de transparence, mais aussi de justice sociale. Peut-être juste avant de vous laisser la parole, pour informer toutes les personnes qui se sont connectées, pour favoriser au maximum l'interactivité, je vous invite à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Donc, il y a un petit espace dédié. Nous avons prévu plusieurs séquences de questions-réponses et donc je m'en ferai la porte-voix auprès d'Eva Sadoun. Eva, je vous laisse à présent la parole. Je vous propose donc de commencer par nous raconter votre parcours et notamment ce qui vous a amené à créer l'ITA et Rift. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, j'étais présidente du mouvement Impact France jusqu'à 2024 et administratrice de FAIR jusqu'à 2023, même 2022.
Voilà, donc ça, c'était du passé, mais une très belle expérience dont je vous parlerai, notamment sur la deuxième partie. Donc très rapidement, donc effectivement, je vais vous partager mon parcours entrepreneurial sur une première partie, et ensuite, sur une deuxième partie, on aura une discussion un petit peu plus globale sur les grands enjeux économiques et financiers, et la manière dont aussi un acteur public peut s'emparer de ces enjeux-là, la manière dont moi et les mouvements avec lesquels j'ai travaillé ont pu aussi travailler avec des acteurs publics et faire des propositions en matière de transformation. Et puis ensuite, un point de vue aussi plus large sur l'objectif en matière de transformation de l'économie, vers quoi on va. Notamment, je vous parlerai un petit peu de l'économie du Caire. Alors effectivement, ma première casquette, moi, c'est d'être entrepreneur. Alors, dans une vie, en fait, dans une carrière, hein, c'est un peu comme vous, il y a un enchaînement de situations pardon, qui fait qu'on finit par choisir une option plutôt qu'une autre. Mais moi, ce qui m'a plutôt animée dès l'origine, c'était les enjeux de transformation de notre économie et pourquoi. Alors moi, j'ai eu mon bac en 2008. Ça paraît anecdotique comme ça, mais c'est vrai que quand on... Je suis désolée, petit chat dans la gorge. C'est vrai que quand on démarre, en fait, on choisit ses études à un moment dans lequel on nous dit, bah, il y a une crise financière qui vient de retourner l'ensemble de l'économie, bah, ça nous pose question déjà sur l'utilité de notre action et la manière dont on pourra être le plus utile. C'est vrai qu'avant mes 18 ans, moi, j'ai déjà toujours été très engagée. Je sais pas, je suis végétarienne depuis que je suis toute petite. Enfin, j'ai une conscience, en fait, de notre rapport au vivant depuis toujours. Je suis issue d'une famille immigrée d'Afrique du Nord, donc j'ai eu l'impression de bénéficier d'énormément de privilèges à la différence de mes ancêtres, ce qui a fait que j'ai toujours eu ce besoin de me poser la question de comment être utile pour d'une certaine manière rattraper tout ça. Et puis j'ai une famille dans laquelle effectivement la question de l'exil est assez forte, et donc il y a toujours cette peur d'être un petit peu déraciné du jour au lendemain, et du coup ce besoin d'être tout de suite toujours très engagé politiquement. Et donc voilà, c'est une famille dans laquelle on a toujours parlé politique. Et c'est vrai qu'à l'origine, je me suis plutôt engagée quand j'étais jeune à travers l'art, à travers la politique. Et puis finalement, c'est toujours très bourdieuesque, c'est-à-dire que ça dépend toujours un petit peu de notre capital culturel, économique, financier. On va vers une voie plutôt qu'une autre. Et c'est vrai que les voies politiques, d'école politique, ou les voies artistiques me paraissaient, moi, dans mon contexte familial, personnel, etc., pas accessible du fait de ce que j'avais à disposition. Et j'ai décidé de m'engager plutôt sur les questions économiques qui me paraissaient plus accessibles, bizarrement. Pour moi, j'avais un cerveau très matheux, et puis j'ai eu la chance d'être acceptée dans une classe préparatoire économique qui donnait accès à l'ENS Cachan, donc à l'École normale supérieure en économie. J'ai pas eu accès à cette école parce que voilà, j'avais déjà une très très grande bouche à 18 ans, et j'ai eu une interaction un petit peu compliquée avec la personne qui gérait mon oral, et donc je me retrouve effectivement à 20 ans à pas savoir trop quoi faire. J'ai été admissible à Normal Sup, mais pas admise, et on me propose effectivement de passer les concours des grandes écoles de commerce. Et donc je passe les concours des grandes écoles de commerce, et c'est là que je découvre, donc je suis intégrée, je suis acceptée à l'EM Lyon Business School, qui est une des écoles de commerce assez réputée, et c'est là que je découvre, alors que j'avais un point de vue un petit peu caricatural sur les écoles de commerce, je l'ai toujours, notamment parce que pour moi c'était l'économie capitaliste appliquée, donc impossible de repenser finalement l'économie dans une structure qui travaille juste sur l'application et pas sur les fondements de notre économie. Et j'y découvre quand même l'entrepreneuriat social, donc toute cette mouvance en fait de personnes qui pensent que c'est par l'action qu'on arrivera à transformer notre société, et c'est en créant en fait des micro-utopies d'une certaine manière qu'on arrivera à montrer que c'est possible. Alors ça m'a beaucoup sensibilisée parce que voilà, j'étais d'une famille d'action. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le véhicule entrepreneurial. Donc je suis un peu l'enfant de cette grande génération d'entrepreneuriat social. Je ne sais pas si les entrepreneurs à impact aujourd'hui pensent venir de cette... voilà, c'est toujours très générationnel. Je pense pas qu'ils pensent venir de cette école aujourd'hui. Nous, c'était vraiment l'école de Muhammad Yunus, qui est un entrepreneur bengalais qui a créé au Bangladesh la Grameen Bank, qui est une banque de microfinance. J'imagine que vous connaissez un petit peu le principe. L'idée était de se dire, bah, pour résoudre un problème qui était la pauvreté, la grande pauvreté au Bangladesh, je vais rendre accessible finalement le système financier à des personnes qui en ont pas accès et qui en font une bonne gestion. Donc les personnes étaient les personnes les plus pauvres et les femmes. Parce que quand on prêtait aux hommes, selon lui, ils buvaient et puis ils dépensaient l'argent et ils l'investissaient pas nécessairement dans la communauté, donc il a décidé plutôt de prêter aux femmes.
Voilà. Et donc, Mohamed Younous, après, est devenu prix Nobel de la paix, etc. Et malheureusement, pas prix Nobel de l'économie. C'est encore un changement de culture qu'il va falloir opérer rapidement. Sachant que c'était plutôt une innovation économique qu'une innovation politique, à mon sens. Mais bon, bref. Passons. En tout cas, je viens vraiment de cette école-là où finalement, vous voyez, l'économie et la politique, à partir du moment où les enjeux sociaux et écologiques sont au cœur de notre action, forcément, il y a un enjeu d'intérêt général qui nous porte. Alors, en fait, dans cette école-là, je me suis dit que le moyen d'apprendre quelque chose, ce serait d'apprendre vraiment le truc le plus... la colonne vertébrale de l'économie, quoi, le sujet le plus complexe qui soit, et donc la finance. Donc j'ai fait un master effectivement en finance corporate et en finance de marché pour découvrir un petit peu tous les principes qui faisaient que notre économie était dans cette situation et pour comprendre pourquoi une crise financière à l'autre bout du monde finalement avait cette répercussion dans l'économie mondiale, ce qui me paraissait un petit peu compliqué à comprendre quand j'avais 18 ans et puis globalement qui paraît toujours compliqué à comprendre pour beaucoup de monde aujourd'hui. Donc j'ai appris au sein de l'école, j'ai appris chez les gros acteurs financiers. J'ai fait un stage chez BNP Paribas sur l'analyse des transactions financières dans les secteurs les plus controversés. Il y avait une équipe qui travaillait sur les désinvestissements dans l'huile de palme, la pâte à papier, le nucléaire, l'armement, le charbon, etc. Donc le travail était d'analyser les dossiers et de voir lesquels étaient les plus controversés et essayer de désinvestir la banque des secteurs les plus controversés. Donc, c'était beaucoup finalement de lobbying interne. Donc, c'est là que j'ai appris un petit peu aussi ce que c'était le lobbying. Ça m'a beaucoup servi après chez Impact France. Et c'est là que j'ai appris effectivement que dans une grande machine comme le système financier actuel, qui pas pour sa stabilité, c'est l'argument politique, c'est pour sa stabilité, ne fonctionne qu'avec des gros acteurs. Ça me paraissait compliqué de faire bouger la grosse machine de l'intérieur à ce moment-là. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que la banque s'était engagée, c'est parce que au sein de la banque privée, du wealth management, donc globalement au sein des structures dans lesquelles il y a les personnes qui ont des portefeuilles les plus importants, leurs clients en fait se désengageaient, voulaient sortir de la banque parce qu'ils avaient vu par un rapport d'ONG ou dans les médias que la banque avait des positions controversées. Donc j'ai réalisé qu'il y avait quand même un levier citoyen assez intéressant dans la transformation du secteur financier. J'ai réalisé aussi qu'il y avait moyen en fait de déplacer les flux financiers quand on s'y intéressait un petit peu. Et ensuite, je suis repartie en Inde et finalement j'ai découvert un milieu de l'entrepreneuriat social, donc le monde un peu d'Ashoka, etc. Donc des entrepreneurs qui proposaient une diversité de solutions à tous les problèmes socio-écologiques à travers l'action entrepreneuriale. Et un milieu aussi qui se proposait de réinventer l'ensemble de l'économie. En France, je me suis rapprochée du coup des acteurs comme le mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque, etc., pour un peu voir si cette famille d'acteurs, elle existait ici aussi. Est-ce qu'il y avait une possibilité finalement de soutenir ces acteurs-là en France aussi? À l'origine, notre projet Lita.co, l'idée était plutôt de développer une plateforme pour la diaspora, pour les pays des personnes qui sont en diaspora aujourd'hui, donc le Maghreb, le Moyen-Orient, une partie d'Afrique subsaharienne, etc. Bon, j'ai vite réalisé que c'est déjà compliqué de créer un outil financier franco-français. Il fallait que je me calme à 23 ans. Je ne serais pas en capacité de créer un outil déjà transfrontalier, etc. Donc, on s'est vite calmé avec mon associé. Et effectivement, au sein de ma dernière année d'école, c'est là que j'ai créé en fait l'entreprise. Alors, ça s'appelait 1000 et Impact à l'époque. Je vous épargne de l'orthographe qui était qui n'avait une marque pas très digital friendly, comme on dirait. Et j'ai créé effectivement 1000 Impact à l'école parce que j'ai réalisé que ce serait compliqué déjà. C'est toujours une question de personne, vous voyez. C'était compliqué pour moi de faire fonctionner un système qui était déjà trop établi. J'avais besoin de cette liberté entrepreneuriale pour réinventer un mécanisme qui, je pense, pourrait inspirer, et j'en ai fait la preuve aujourd'hui, la transformation d'une partie du secteur financier. Donc, on crée 1000 Impact à l'époque. C'était le même principe qu'aujourd'hui, que Elita.co. Donc, c'est une plateforme digitale qui permettait de connecter les entrepreneurs sociaux innovants avec des particuliers. Parce qu'il y a deux choses en fait dans le secteur financier, même trois choses dans le secteur financier qui sont très problématiques. La première, c'est sa surintermédiation, pardon, tout l'inverse, sa surintermédiation et sa fausse désintermédiation. Je m'explique, c'est-à-dire c'est un secteur qui est surintermédié et dans les années 90, on a fait croire aux gens qu'on pourrait le désintermédier, donc on pourrait leur rendre accès directement au marché
Sauf qu'en fait, on n'a pas un accès directement au marché. Aujourd'hui, on ne peut pas investir en tant que tel dans des entreprises. Ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des actions en bourse, etc., c'est participer au développement des marchés secondaires, donc des marchés de liquidité financière. Ça, vous le savez, voilà. On parle quand même d'acteurs qui travaillent dans le secteur économique. Je sais qu'il y a une diversité d'acteurs parmi vous, donc je connais pas forcément le niveau de connaissance financier, donc j'essaie d'être le plus pédagogue possible et pas non plus d'entrer dans tous les détails. Vous me direz par message s'il y a des notions qui sont pas claires du tout. Donc voilà, mon premier constat était effectivement c'est la présence des marchés financiers et leur incapacité à faire fonctionner l'économie. Aujourd'hui, effectivement, les marchés financiers sont composés de marchés primaires, donc là où sont vendues les actions, et les marchés secondaires, là où ces actions sont échangées. Et là, aujourd'hui, l'essentiel de nos produits financiers sont des produits qui font fonctionner les marchés secondaires. Donc nos produits financiers, malheureusement, ne font pas fonctionner l'économie. Donc déjà, c'est un premier constat. Deuxièmement, nos produits financiers sont composés essentiellement d'actions qui sont cotées. Donc essentiellement, effectivement, d'entreprises de taille très importante ou voilà, très très importantes plutôt, ou très très grosses PME qui sont assez viables. Voilà, pour être exposées sur les marchés financiers, il faut avoir un niveau de robustesse important. Donc peu de place finalement dans nos produits financiers au financement direct rien que de l'économie réelle. La deuxième chose que j'ai constaté, ce problème de surintermédiation posait un problème de déresponsabilisation. C'est-à-dire que quand on a un produit financier, le produit financier, il est tellement opaque, c'est une succession de lignes avec des acronymes de fonds présentés par une personne, un banquier, qui n'a pas forcément nécessairement envie de vous donner accès à l'ensemble de l'information, ça nécessiterait un rendez-vous de 3 heures, etc. Donc, on est forcément déresponsabilisé. Je vous invite à lire un livre qui m'a beaucoup, moi, percuté, choqué. J'ai fait de la philosophie en cours du soir pendant longtemps. C'est Nous, fils d'Eichmann de Gunther Anders. C'est un livre de philosophie qui, à la base, parle de l'industrie du nucléaire à une époque dans laquelle c'était l'industrie la plus controversée. On ne va pas faire ce débat ici. C'était parce qu'à l'époque, c'était une industrie extrêmement controversée. C'était au moment où il y a eu effectivement les incidents nucléaires, etc. Et ce qu'il dit dans ce livre qui est très intéressant, il compare les personnes à qui il s'adresse à des fils d'Eichmann. Donc Eichmann, je vous décris pas le bonhomme. Pourquoi il dit ça? Parce que il dit que nous sommes en fait dans une industrie qui est tellement désintermédiée, qui est tellement grande, etc., qu'on perd finalement notre impact final. Et c'est là que peut laisser se présenter le monstrueux. Et ça vaut pour tous les secteurs de l'économie. Plus la chaîne de valeur est désintermédiée, plus on ne voit pas finalement l'impact qu'on a et plus le monstrueux peut apparaître. C'est le cas en finance, c'est le cas dans l'industrie textile, c'est le cas dans beaucoup d'industries. Donc ce livre, c'est un tout petit bouquin, il est assez percutant. Et moi, il m'a fait un peu... il m'a un peu déboussolée et c'est une des raisons pour laquelle j'ai créé Elita. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que il y a une analyse plutôt globale que le secteur économique doit aller vers plus de transition écologique, etc. Maintenant, ces flux financiers ne sont pas adaptés pour être investis dans la transition écologique parce que ce sont des flux financiers qui sont court terme, ce sont des flux financiers qui, par des choix en matière de politique européenne, libérale, donc de ne pas choisir, d'avoir un marché qui est le plus ouvert, on ne peut pas décider de diriger des flux financiers vers la transition écologique de manière volontaire. Il faut que ce soit parce que les règles de marché font que c'est mieux d'aller vers la transition écologique. Et ça fait que c'est compliqué d'avoir des politiques européennes très ciblées sur les investissements écologiques, sociaux, et même de pousser les banques à aller plus vers ce type d'investissement. Donc, il y a un problème aujourd'hui dans le marché qui n'amène pas les flux vers la transition écologique. Et la dernière chose, c'est un constat plutôt culturel, c'est que les particuliers, les gens ne sont pas incités à prendre vraiment soin de leur argent, à vraiment s'occuper eux-mêmes, être responsables sur ce sur quoi ils investissent. Et ils ne sont pas que déresponsabilisés, ils sont même infantilisés. Moi, je sais qu'au tout début de la création de l'ITA, on allait voir des acteurs financiers pour leur présenter notre démarche et ils nous disaient tout de suite quoi, faire investir des citoyens dans des entreprises, mais non, c'est pas possible. Ils vont pas comprendre comment ça fonctionne une entreprise. Par contre, ils sont censés comprendre comment fonctionne un PER avec 45 000 lignes, des produits structurés. Ça, par contre, ça vous pose pas de problème de leur vendre ça. Par contre, leur vendre une action d'entreprise de leur quartier, moi, ça me paraissait un petit peu moins compliqué. Et c'est vraiment ça la racine de l'entrepreneuriat social. C'est Mohamed Younous qui disait ça. Il disait que l'entrepreneur social, c'est quelqu'un qui ne vient pas du secteur et qui a cette innocence et qui est capable par son innocence de réinventer les systèmes. Et c'est vraiment ça, quand on avait 23 ans, on avait une innocence qui faisait que pour nous, ça n'avait pas de sens qu'on nous dise ça.
qu'on pouvait faire souscrire des gens à des produits structurés et qu'en même temps, par contre, on ne pouvait pas les faire souscrire à de l'action d'entreprise. Et par contre, pour le reste des acteurs financiers, ça faisait sens. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc on décide de créer Mille et Impact à l'époque, qui devient Lita.co ensuite. À l'origine, c'était une plateforme qui permettait vraiment de financer l'entrepreneuriat social assez innovant. Donc des projets plutôt start-up à la base, start-up sociale, etc. Et très rapidement, on s'est ouvert à l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire que notre objectif, c'était juste que les particuliers puissent investir dans des entreprises qui transforment de manière écologique, sociale, féministe, l'économie en général. Donc, on peut autant trouver sur Lita.co des startups sociales qui proposent, par exemple, disons, des produits très innovants pour, par exemple, aider des personnes qui sont sourdes et malentendantes à communiquer. On peut autant trouver de la deep tech dans la transition écologique. On peut autant trouver de l'immobilier, de la construction en matière de rénovation énergétique ou du logement social. On peut autant trouver de la création, de développement ou de la production d'énergie renouvelable. On peut autant trouver des PME industrielles qui relocalisent l'emploi. Voilà, c'est très très large. On peut autant trouver des médias indépendants qui proposent une information plurielle, etc. Notre objectif, c'est de créer en fait finalement une forme de contre-pouvoir financier face à un milieu financier qui n'évolue pas dans ses pratiques. Aujourd'hui, la plateforme, elle a levé plus de 220 millions, même un peu plus, là, d'ici la fin de l'année, auprès de 40 000 investisseurs. C'est une communauté d'investisseurs. Elle va lever autant des actions, donc des parts de capital d'entreprise, que des obligations qui sont des formes de dette long terme. On a même créé des produits, notamment des obligations vertes. Alors ça, c'est pas une création. La création, c'est de le créer au sein d'une PME, c'est-à-dire que les obligations vertes, c'était des produits qui étaient plutôt des produits cotés ou plutôt des grosses entreprises. Et nous, on a créé des formes d'obligations vertes pour des PME dont les intérêts sont alignés aux objectifs de transition écologique, etc. Donc, on collabore avec des acteurs qui évaluent l'impact carbone, etc. On peut aussi lever des titres participatifs de sociétés coopératives. Là, pas plus tard que la semaine dernière, c'est un exemple très intéressant pour vous, parce que ça montre à quel point ce qu'on fait, c'est politique. On a fait une campagne pour Duralex, qui est un acteur, vous savez, les petits verres là qu'on avait à l'école. Je sais pas les âges que vous avez, mais nous regardez l'âge qu'on avait du coup derrière les verres Duralex quand on était à l'école. Et blague à part, c'est une entreprise industrielle française très importante qui a connu une situation économique très compliquée, qui a repris la société en coopérative et qui avait besoin de financement pour assurer sa pérennité. Nous, on a mis le projet sur la plateforme. En 24 heures, on avait plus de 25 millions d'euros de personnes qui voulaient être investies. Alors malheureusement, on a un cap, même si l'AMF a essayé de voir comment on pouvait, parce qu'il y a un enjeu politique très fort, c'est-à-dire que les seules personnes capables de financer l'industrie aujourd'hui en France, cette innovation-là, ce sont les particuliers. Il n'y a pas un fonds privé qui est sur ce type de deal. Et donc, en fait, par contre, il y a une maille financière importante qui veut s'investir sur ces projets. Même quand on dit, attention, c'est une société coopérative, attention, c'est une société très risquée, c'est-à-dire on n'attend pas des milliers des cents, c'est-à-dire on met tous les warnings possibles pour prévenir du risque que ça comprend, ça n'empêche que voilà, plus de 25 millions en 24 heures, je vous fais pas imaginer si on l'avait laissé une semaine à lever, on aurait été capable de lever plus de 100, 150 millions, c'est certain, pour ce projet-là, quoi. Alors que le marché aujourd'hui n'est pas capable d'apporter ces financements. Donc il y a un vrai sujet politique, même sur le fait qu'on soit limité sur le montant, quoi. Nous, on peut faire 5 millions d'euros par an par projet, on peut pas faire plus. Donc voilà, ça soulève ces questions-là, mais là, on va y travailler notamment parce qu'on le voit sur les enjeux industriels qu'il y a un énorme besoin. Voilà. On a aussi créé une société de gestion parce qu'on s'est dit on va pas se limiter qu'à la partie la plus complexe, surtout qu'on a besoin de lever des sommes importantes pour le secteur de la transition écologique. Donc on s'est dit on va aller chercher aussi de l'argent institutionnel. Donc on a créé une société de gestion avec un premier fonds notamment sur l'industrie verte qui a été ouvert là, il y a quelques semaines, et on va créer d'autres fonds, un fonds sur l'économie du care, un fonds sur les médias et le secteur culturel indépendant. Voilà, en fait, on va créer aujourd'hui ce qui n'est pas financé par le marché. C'est ça notre objectif. C'est pas de venir en additionnalité, enfin, non, justement, on fait de l'additionnalité. C'est pas de venir en addition de ce qu'il y a sur le marché, comme beaucoup de fonds à impact qui se créent aujourd'hui, qui viennent juste rajouter une couche dans un secteur qui est financé. Mais non, c'est d'aller sur les secteurs les plus compliqués, les plus à forte valeur ajoutée en matière d'utilité sociale. Parce que voilà, aujourd'hui, notre économie et notre système politique aujourd'hui, c'est pas celui des années 80. Il y a un vrai problème lié à la croissance. Il y a besoin qu'il y ait des
entreprises sociales qui prennent le relais sur certains des aspects, notamment sur les sujets d'éducation, de logement, d'emploi, etc. Et donc, il y a ce besoin, effectivement de développer ces formes d'entrepreneuriat. Voilà, donc on a créé ça. Ensuite, on s'est dit, on va pas se limiter à que la partie investissement risqué. On va essayer, parce que nous, quand les gens viennent sur notre plateforme, on leur dit bien, voilà, n'investissez pas plus de 10% de votre épargne, c'est très risqué, etc. Pardon, parlez un peu moins vite. Oui, pardon, je vais parler moins vite. J'ai plein de choses à vous dire, c'est pour ça. Donc, je vais parler moins vite. Français. Alors, on s'est dit, on va pas se limiter à uniquement proposer les placements les plus risqués. On va voir si on n'est pas capable, nous aussi, de proposer des produits du quotidien, des livrets, des assurances vie, des plans d'épargne retraite, etc. En regardant un petit peu ce qui se faisait sur le marché, on a réalisé qu'on pouvait pas vraiment proposer des choses qui auraient un meilleur impact que ce qu'il y a sur le marché. Par contre, parce qu'à un moment, on est limité par l'existant. C'est-à-dire que quand on structure un produit d'assurance vie, vous voyez, c'est une poche. On crée pas des placements comme quand on fait sur l'ITA. Sur l'ITA, on crée vraiment des placements qui ont une durabilité. Quand on crée un produit d'assurance vie, on prend ce qu'il y a sur le marché, on le package et on le distribue. C'était pas pour nous le sujet sur lequel on pourrait avoir une meilleure valeur ajoutée. Par contre, le sujet sur lequel on pourrait avoir une meilleure valeur ajoutée, c'est la transparence et la mise en place d'une plateforme qui permettrait d'avoir accès à l'information. Et c'est pour ça qu'on a créé Rift. C'était pendant un peu la révolution Yuka. Se dire que quand on donnait accès à l'information, on améliorait les pratiques de consommation, d'investissement, etc. Donc, on a créé Rift. Avant de créer Rift, il a fallu récupérer la donnée. Donc là, créer cette donnée, elle n'existait pas, elle n'était pas disponible. Il n'y a pas une plateforme sur laquelle on pouvait aller où on tapait « j'ai ce produit d'assurance vie, qu'est-ce qu'il finance ?» Quand on allait même sur sa plateforme bancaire, il y a écrit le nom, au max, il y a les noms des fonds qu'il y a dedans, pas toujours, c'est tout. Et donc, on n'a pas ni les entreprises qui sont financées par nos produits, ni l'impact qui est généré. Quand on a des analyses d'impact, c'est pas toutes les mêmes, elles sont pas faites avec les mêmes acteurs, donc elles sont incomparables. C'est-à-dire qu'on peut pas comparer quand tel acteur X vous dit moi j'ai tant d'impact CO2, l'autre vous dit j'ai tant d'impact CO2, ils ont pas pris la même méthodologie. Voilà, c'est incomparable, c'est indigeste, et on n'a surtout pas accès aux entreprises qu'on finance. Et du fait du secret bancaire, du fait que cette information elle coûte de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a scrappé déjà une grosse partie de la donnée, c'est-à-dire qu'on est allé, avec des outils, aller chercher l'information partout où elle était. Parce qu'en fait, elle existe, cette information. C'est pas qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'il faut aller trouver dans la page 10 000 de du rapport de la banque, la page sur le fonds X, dans lequel on a les 10 premières participations, nanana, enfin voilà. Il faut aller chercher ces infos. Il y a une info chez la Cour des comptes, il y a de l'info chez la Caisse des dépôts, il y a de l'info chez vos acteurs bancaires. Donc, il y a une partie de l'info qui est dispo. Donc, déjà, on est parti chercher toute cette info-là. Ensuite, on avait accès qu'à une partie de l'info. Le reste de l'information, elle est chez les acteurs qui détiennent la donnée, que sont FactSet, Morningstar. Donc, ce sont des agences de notation qui ont été rachetées en partie, pour celles qui étaient européennes, par des acteurs américains. Donc, c'est des bases de données qui sont détenues par des acteurs financiers américains et où les acteurs français achètent la donnée pour pouvoir la rendre disponible ou pour pouvoir faire leurs analyses en interne dans leur banque, etc. Donc, on a payé cette donnée. Voilà, c'était plus de 100 000 € par an de données, de FactSet, de Morningstar, d'MSCI, etc. Et ensuite, on a fait des analyses avec ce qu'on avait. Donc, en fonction de ce qu'on avait, on a fait des analyses avec des acteurs comme Carbone 4, voilà, pour comprendre aussi l'impact CO2 sur la biodiversité, les impacts en matière de secteurs controversés qui étaient effectivement disponibles dans les portefeuilles. Donc, on a construit tout ça, ça a pris 3 ans quand même, grâce à de l'argent qu'on a levé sur l'ITA, pas sur la plateforme, mais à travers notre entreprise. Et on a créé du coup cet outil-là, on l'a mis à disposition avec Rift, du coup, qui est la face visible, qui est l'application mobile. Et avec Rift, en fait, vous pouvez mettre votre produit financier et avoir de l'information sur l'impact et surtout sur la transparence, c'est-à-dire qui gère votre argent, quelles entreprises sont financées, est-ce que vous êtes exposé à des secteurs controversés, etc.
Ensuite, on s'est dit, on va pas se limiter qu'à ça. Parce qu'à un moment donné, on a analysé une fois son portefeuille. Bon, on peut à la rigueur changer une ou deux lignes. On n'a pas beaucoup de capacité à changer, quoi, les choses. Donc, on s'est dit, on va essayer de créer des outils qui permettraient de changer un peu les choses. Et il y a un outil qui a rarement été utilisé, c'est l'outil démocratique en finance. C'est-à-dire, quand vous avez une action, disons, dans un portefeuille, comment vous pourrez avoir de l'impact dans une entreprise. C'est-à-dire que le fait détenir une action, c'est pas comme quand vous consommez. Quand vous consommez, vous avez le produit final, vous n'avez pas de pouvoir. Quand vous avez une action dans votre portefeuille d'assurance vie, vous avez une action, vous détenez une petite part, toute petite, d'une entreprise. Donc si tous les gens avec une toute petite part, sans vouloir faire le colibri, mais se réunissent, ils ont une plus grosse part, donc ils peuvent avoir du pouvoir. Donc on est parti de ce principe-là et on s'est dit, on va tester, on va faire une campagne. C'était sur un acteur de développement d'énergie fossile qui développait un nouveau projet d'extraction fossile. On s'est dit, c'est son assemblée générale, pourquoi pas mener une campagne avec tous les gens qui sur Rift ont une action de cet acteur-là. On va collectivement voir est-ce qu'il pourrait avoir un impact. Donc on s'est allié avec des ONG, avec des influenceurs climat, avec des acteurs financiers qui étaient partants pour travailler sur cette question. Et on a eu plus de 50 000 personnes qui détenaient une action indirectement, qui ont en fait demandé à leur banque de s'opposer à un plan climat qui intégrait des nouveaux projets d'extraction fossile dans cet acteur-là. Alors, on a eu un bel impact auprès des acteurs financiers, c'est-à-dire qu'ils ont à chaque fois amené en COMEX, en conseil d'administration, au sein de leur structure financière, le sujet, parce qu'il y avait un peu un sujet, comment on fait ? Ils n'ont pas de droit de vote. Leurs clients n'ont pas de droit de vote réellement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une forme de préjudice, quoi. C'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place ? On dit chacun, ils disent tous qu'ils font de l'engagement actionnarial. Et là, enfin, les particuliers se mobilisent en disant, on veut avoir un impact. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, pour certains, ça les a poussés à repenser leur manière d'échanger avec leurs clients. Pour d'autres, ils ont carrément voté contre ce plan climat. Alors, finalement, à la fin, même si tout le monde a voté contre, parce que finalement, ils ont fini tous par voter contre l'année d'après, il se trouve que dans cette entreprise, en l'occurrence, les acteurs européens ne détiennent pas la majorité du capital, parce que les acteurs anglo-saxons détiennent la majorité de l'essentiel des entreprises, notamment du CAC 40, ce qui a fait que la résolution n'est pas passée. Mais ça a quand même permis de mettre en lumière plein de choses et créer un préjudice d'une forme de potentielle démocratie en finance qui mériterait de se poser quand même en termes de questions. Voilà. C'est une question qui mériterait de se poser. Aujourd'hui, Rift va bientôt être cédé à un acteur d'intérêt général, parce que ça a toujours été l'objectif. C'était pas d'en faire un acteur privé, sinon ça n'a pas trop de sens. D'ailleurs, on a voulu plusieurs fois le donner aux acteurs publics, faire une délégation de service public ou quoi. C'est très compliqué de mettre en place ce type de démarche, mais donc c'est plutôt un acteur d'intérêt général qui va l'opérer a priori bientôt. Voilà, écoutez, là, je vous ai donné déjà pas mal d'infos sur l'aventure entrepreneuriale de Lita et de Rift. Est-ce que vous voulez me poser des questions, échanger ? Il y a une première question. Pouvez-vous définir ce qu'est un acteur d'intérêt général ? Un acteur déjà qui n'a pas un objectif lucratif. Parce que c'est vrai que le problème, à un moment, de devoir créer un modèle économique autour de la donnée, c'était un vrai sujet. Je ne sais pas si vous connaissez forcément le modèle de Wikipédia. C'est un modèle associatif, donc il fonctionne beaucoup avec les dons. Et pour pouvoir fonctionner avec les dons à une échelle importante, il faut avoir des centaines de millions de clients, en fait, comme Wikipédia. Et quand on a effectivement 100 000, 200 000 utilisateurs, c'est pas possible de fonctionner. Donc déjà, un acteur qui fonctionne plutôt avec des subventions et des dons, donc une ONG, une association. Et un acteur qui, effectivement, dont l'objet est purement de rendre plus transparent et plus vert la finance, et pas de vendre des services financiers. Voilà. Et je peux pas vous donner le nom, parce que c'est pas signé. Mais vous le verrez dans les prochaines semaines. Il y avait une autre question. Avez-vous connu des défaillances d'entreprise sur Lita ? Bien sûr, absolument. C'est communiqué de manière très très transparente. Il y a toute une page avec le portefeuille où vous trouvez les entreprises qui ont, les différentes entreprises qui ont déposé le bilan, celles qui ont fait une cession, parce qu'il y a aussi
des gens qui ont vendu leurs actions et le bon et les mauvais côtés. C'est beaucoup plus présent les défaillances sur la partie action, sur les placements les plus risqués. Quand on fait de l'obligation, on évite de le faire pour des entreprises qui sont risquées. Enfin, on le fait pas pour des entreprises risquées, dans la mesure où on annonce une forme de prêt, d'intérêt, etc. Donc voilà. L'essentiel des raisons pour lesquelles les entreprises elles peuvent faire défaut sur l'ITA, je crois qu'on a un taux de défaut sur la partie action qui est autour de 10%, ce qui est assez faible au final par rapport aux acteurs VC classiques, etc. Ce qui fait défaut beaucoup, c'est le marché. Ces dernières années, c'était beaucoup ça. Là, on a vécu une crise économique. Vous imaginez bien que les PME, c'est les premières à subir de plein fouet. Et donc voilà, on a une entreprise, des exemples très concrets, c'est-à-dire que, je sais pas, l'entreprise Velcorex par exemple, qui est une entreprise qui aurait relocalisé la filière textile lin, donc peut-être Thomas Hurier vous a parlé il y a 2 ans ou il y a 1 an, dans la mesure où c'est la seule usine qui permettait de faire du lin en France. Et il y a eu la crise économique liée au prix de l'énergie. Ils n'ont pas été capables d'éponger les centaines de milliers de dettes. On a fait pression auprès de Bercy, de l'industrie, de l'URSSAF locale, etc. Ça n'a pas tenu très longtemps. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'acteur financier capable d'assurer la pérennité de notre secteur industriel. Quand même, c'est un vrai problème. Donc voilà, nous on n'allait pas réengager les particuliers ad vitam. Voilà, on ne peut pas mettre à risque l'argent des gens non plus. C'est pas l'objectif du tout. Donc, mais par contre, cette entreprise a été récupérée en coopérative aujourd'hui. Donc c'est possible que l'activité perdure. Donc l'impact n'a pas été perdu. Et après, c'est des startups qui malheureusement n'ont pas trouvé leur modèle, des duos entrepreneuriales qui n'ont pas fonctionné. De tout type, il y a plus de 300 entreprises qui ont été financées. Voilà, en tout cas, vous pourrez retrouver ça sur le site, c'est assez transparent. Les salaires de dirigeants de la finance durable sont-ils plafonnés? C'est intéressant, oui, absolument, mais c'est pas un plafond légal, sauf si vous choisissez un statut d'ESUS comme nous. C'est-à-dire que nous, on est entreprise solidaire d'utilité sociale, on n'a pas un statut SAS traditionnel, ce qui fait qu'on a effectivement, comme tous les dirigeants de l'économie sociale et solidaire, un plafond de rémunération. Alors, on n'est même pas encore au plafond. C'est entre 0 et 5, 0 et 7. On n'a pas les moyens encore de se payer 5 fois ou 7 fois plus que les personnes les moins payées dans l'entreprise de toute façon. Mais effectivement, il y a un plafond. Et ça fait partie d'une entreprise sociale. Enfin, un acteur de la finance durable, c'est pas qu'un acteur qui investit dans la transition écologique. Si c'est que ça, pour moi, s'il y a une forme de greenwashing, parce qu'un des problèmes de la finance n'est pas que le fait d'investir dans les mauvaises participations, c'est aussi que la finance gangrène un niveau d'argent trop important qui n'est pas investi dans l'économie réelle. Et en fait, pour faire fonctionner la finance, il faut déjà plus d'argent qu'investi dans l'économie réelle. C'est une des raisons pour lesquelles il y a un chiffre qui est toujours assez percutant, que la finance mondiale pèse 3 fois le PIB mondial. C'est parce qu'il y a une grosse partie qui est dans les marchés secondaires, mais aussi parce que le secteur financier coûte trop. Et trop surintermédiaire. Il y a également une question. Faites-vous du conseil auprès d'investisseurs institutionnels, notamment dans le capital investissement? À titre personnel, oui, pas l'ITA. À titre personnel, oui, bien sûr. Moi, je suis beaucoup sollicitée par des dirigeants du monde financier classique ou des fonds d'investissement pour voir un petit peu leur démarche et les conseiller sur comment les améliorer, ou dans leur posture de dirigeants en matière de finances durables, dans les objectifs qui se sont fixés, etc. Même avec Rift, on l'a fait pendant un moment. C'était un moyen aussi de trouver un modèle économique, c'était d'accompagner la transition des secteurs classiques. Mais l'impact était tellement limité. Enfin, nous, on fait les choses par impact, oui. En fait, on n'est pas des entrepreneurs normaux. Avec Rift, si j'avais voulu être une entrepreneuse normale, j'aurais créé un SaaS pour améliorer la performance environnementale des placements, des fonds. Enfin, oui. Mais en fait, vu qu'au final, ils ne changent pas de position, l'impact aurait été trop limité. Donc, c'était trop frustrant pour les entrepreneurs sociaux que nous sommes. Mais oui, ça n'empêche que je le fais beaucoup. J'ai aussi participé à la création de certains comités éthiques auprès de gros acteurs institutionnels aussi. Notamment, il y a un comité éthique qui était une expérience assez intéressante, qui pourrait être renouvelée chez beaucoup d'acteurs. C'est une énorme structure financière, voilà. C'est un comité... je sais pas s'il est confidentiel en vrai. Mais en tout cas, c'est un comité éthique qui est composé d'une académique, d'un philosophe, d'acteurs spécialisés de la finance durable et de l'ensemble des dirigeants de la structure financière et de moi-même à l'époque. Il a été fermé
Oui, il y a un énorme backlash sur ces questions aussi d'engagement dans le secteur financier. Ça fait quelques 2-3 ans que là, c'est plus trop l'objectif. Pour les bonnes ou parce qu'il y a une crise économique ou les mauvaises raisons en fait, vu que tout le monde s'en fiche un petit peu en ce moment, du coup, les acteurs financiers n'ont pas nécessairement intérêt à faire leur transition tout de suite. Voilà, et en tout cas, c'était un comité assez intéressant parce que ça a pu questionner un truc fondamental qui est que la finance durable n'est qu'une question d'éthique et de morale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. À un moment, toutes les questions de finance durable, c'est des questions éthiques et morales. Elles varient en fonction des personnes. Et donc, ça pose la question de comment on fait de la vraie finance durable. Donc, et qu'on a eu des positions sur l'armement, le nucléaire, l'huile de palme. En fait, comment on trouve une position morale qui est juste, qui est pas personnelle, qui est aussi ce qu'attendent aussi les personnes. Ça reste du marché. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi que ça corresponde à ce qu'attendent les personnes. Mais en même temps, comment on fixe des règles éthiques et morales. Je veux dire, à un moment donné, il y a eu une loi pour dire qu'on ne pouvait pas utiliser du travail forcé dans l'industrie textile. C'est une loi. C'est OK. On a le droit d'avoir des lois morales dans l'économie. Je veux dire, c'est pas complètement dingue. Aujourd'hui, on a l'impression d'être fou quand on dit ça. Alors que c'est juste de la citoyenneté de base. Comme nous, tous citoyens, on doit correspondre à des règles morales, politiques, quoi. Donc, on en a besoin plus en finance, des règles comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Il y a une nouvelle question. Ne faudrait-il pas investir plutôt dans le logement ou l'achat de terres agricoles, car moins risqué que dans l'économie? Absolument, il y a certains projets. Parfois sur l'ITA, vous pouvez trouver directement les actifs en direct. Ça veut dire pas nécessairement l'entreprise. Alors, par contre, quand on travaille sur les actifs en direct, le risque est lié au projet en tant que tel. Donc, c'est une autre analyse de risque, mais parfois, c'est quelque chose effectivement qu'on fait. Voilà, on va pas. Si vous voulez, par exemple, un acteur immobilier qui fait de l'achat de logement, parfois, vous pouvez investir directement dans le logement en tant que tel, dans la SPV, machin et tout. Pareil dans l'énergie renouvelable, parfois vous investissez directement dans les infrastructures et parfois vous investissez dans la structure de tête. Ça dépend. Effectivement, c'est pas le même niveau de risque, mais ça peut arriver absolument. Après, il n'y a pas de mutualisation, c'est aussi ça le risque parfois. C'est le risque c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'avoir des structures de tête pour mutualiser le risque. Voilà. Il y a une nouvelle question qui apparaît, donc je découvre en même temps. Peut-être sûr de bien comprendre votre présentation, qui au passage est très intéressante. Votre transformation de l'économie par action consiste à favoriser l'investissement dans l'économie réelle en mettant à disposition une plateforme recensant des acteurs réels en recherche de fonds. Oui. Voilà, c'était, je pense. Oui, c'est la plateforme. Il n'y a rien de plus clair que le concret. C'est la plateforme nita.co. Voilà, vous voyez sur cette plateforme, en fait, un au sens propre, un peu d'humour sarcastique. Et l'objectif, effectivement, vous avez une liste d'entreprises dans des secteurs de l'économie différentes, mais qui ont tout un objectif écologique et social. Et les particuliers investissent directement dans ces entreprises ou dans des projets. Et j'avais peut-être une question en complément par rapport à ce que vous disiez sur le fait de poser, que ça posait des questions éthiques et morales, si on parle de finance durable. Du coup, à travers vos actions, l'ITA et Rift, justement pour identifier les investissements potentiels que vous proposez, est-ce que vous êtes défini des règles? Est-ce qu'il y a des critères en particulier sur lesquels vous appuyez? Oui, alors absolument, il y en a beaucoup. Après, c'est toujours à la discrétion, à un moment d'une décision. C'est-à-dire, on peut pas, parce que sinon, on peut avoir des débats infinis sur est-ce que l'économie circulaire, c'est bien pour le climat. On peut arriver à ce type de débat. Donc, à un moment, moi, je fais partie, bizarrement, alors que j'ai l'air d'une radicale à l'extérieur, mais au sein de l'entreprise, moi, l'objectif, c'est quand même de dire, il faut développer plein de formes, en fait, d'entrepreneuriat durable si on veut ne pas être trop dogmatique, si on veut voir advenir un changement. C'est-à-dire que vous pouvez en fait autant trouver des sociétés coopératives ultra militantes sur la plateforme que des acteurs SAS qui développent une deep tech dans l'hydrogène vert. Toutes, elles ont un objectif de résolution d'un enjeu sociétal. Elles n'utilisent pas le même outil parce qu'elles considèrent que dans la transformation de leur modèle économique, c'est pas le même outil. Mais même sur un même secteur, vous pouvez trouver des formes d'entrepreneuriat très différentes, même sur un même secteur.
et à un moment, pour se fixer des règles éthiques, nous, on utilise beaucoup la matrice du mouvement Impact France. Donc effectivement, moi, j'ai pris la tête du mouvement Impact France en 2022, avec l'objectif, effectivement, de le transformer, le mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque, en mouvement Impact France pour créer une alternative à la représentation patronale en France, qui était trop caricatural, à mon sens. C'est-à-dire qu'un patron, c'est pas quelqu'un qui veut faire fructifier son argent, son patrimoine et celui de sa famille et qui ne se soucie pas de l'impact écologique et social qu'a son action. Et donc, notre objectif était de se dire comment on crée une organisation qui crée un format de lobbying alternatif. Et pour ça, on a défini des règles aussi. Donc, c'est quoi une entreprise écologique et sociale? C'est quoi une entreprise en transformation? Et donc, on a créé une matrice, notamment dans le cadre d'un score qui s'appelle l'Impact Score. Et dedans, vous avez des règles sur l'impact social, impact écologique, partage de la valeur et partage du pouvoir. Et nous, quand chez l'ITA, on analyse un dossier, on doit prendre en compte tous ces critères. Et après, c'est un comité interne qui décide. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait une additionnalité. Ça, pour nous, c'est important. On ne veut pas financer de l'énième projet qui fait du covoiturage. Voilà. Notre objectif, c'est quand même qu'il y ait une additionnalité en termes d'impact toujours. On ne veut pas être sur les projets que toute la place finance, sinon on n'a pas trop d'intérêt aussi. Et on veut des projets qui soient... Parce que dans l'entrepreneuriat social, je trouve que vous avez... Enfin, dans l'entrepreneuriat durable, vous avez quand même une forme d'entrepreneurs qui veulent vraiment résoudre le problème économique et le problème social qu'ils ont analysé, et d'autres qui veulent un peu faire du marketing vert. Et on essaye de voir lequel des projets a vraiment une utilité dans la transformation de l'économie et n'est pas que... Même si le marketing vert, parfois, a un intérêt pour pousser les gens à aller vers une autre forme. Par exemple, le fait que H&M fasse un peu d'économie circulaire, c'est intéressant dans le sens que derrière, les gens vont découvrir l'économie circulaire avec H&M. Mais le but, c'est qu'ils passent un cap ensuite. Donc, ensuite, ils aillent chez Loom, chez 1083, etc. Donc, nous, on est plutôt à financer Loom et 1083 que l'économie circulaire de H&M. Peut-être une petite dernière question. Donc, comment se fait la sélection? Je pense que c'était taille maximale, non, il n'y a pas de taille maximale. Par contre, c'est juste les montants qui font qu'il y a une taille maximale. C'est-à-dire que vu qu'on peut lever que 5 millions par an, on a des grosses structures qui nous contactent, mais à un moment, pour certaines, 5 millions par an, c'est une goutte d'eau. Donc, c'est ça qui nous limite chez nos tickets. Mais on est en discussion avec les autorités pour voir comment ça peut être levé, parce que le besoin de recourir à l'épargne citoyenne hors des marchés, il est important pour tous les acteurs, sincèrement. Pas les boîtes du CAC 40 non plus, mais voilà, pour beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont en risque aujourd'hui. Il y avait une question peut-être juste avant sur quid des entreprises à mission. Est-ce que... Nous, c'est pas le mode qu'on a choisi déjà parce que l'entreprise à mission est plus récente que nous. Mais beaucoup d'acteurs choisissent plutôt le statut entreprise à mission parce qu'ils se sentent moins proches de l'économie sociale et solidaire. C'est souvent un truc de famille culturelle. C'est rarement vraiment une question de... Voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup un truc de famille culturelle. Donc, pour certains, entreprises à mission, ils se sentent moins cadenassés dans leur liberté entrepreneuriale. Et après, il y a une question de rigidité des critères aussi. L'entreprise à mission, c'est mettre effectivement sa raison d'être sociale dans ses statuts, avoir un comité qui évalue son impact. Mais il n'y a pas de règles comme dans les US, très claires, sur 1 à 5 sur le salaire. Sur objectif social, c'est 85% si ce n'est plus que de l'activité. Aussi un cap sur les rentabilités sur les dividendes. Voilà, il y a quand même des objectifs sociaux très, très... des critères, quoi. Donc, il faut être aussi faut être le plus militant. Donc, voilà, c'est un grade plus ouvert, mais en tout cas qui amène beaucoup d'entreprises à se poser la question de leur impact, à l'évaluer, à créer des comités de parties prenantes. Donc, moi, je trouve ça bien. Mais bon, il faut que l'entreprise à mission elle-même aussi, elle connaisse sa nouvelle version. Elle n'a pas trop bougé depuis qu'elle a été créée, donc pour qu'elle soit un petit peu plus contraignante aussi. C'est beaucoup un indicateur de marché, l'entreprise à mission. Surtout. C'est pour, en fait, qu'une entreprise soit reconnue comme un acteur qui veut faire de l'impact, et c'est très bien. Et aussi pour impliquer un petit peu ses parties prenantes, mais ça reste encore très limité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un comité de mission qui est créé, qui a rarement beaucoup d'impact au niveau des décisions, mais qui est plus là pour évaluer en permanence son utilité, améliorer. Et souvent, quand un dirigeant utilise l'entreprise à mission, c'est aussi parce que lui-même, il est dans une démarche de transformation. C'est là que c'est super.
Je vois qu'il y a encore quelques questions, mais on verra peut-être à la fin si on revient dessus. Les sommes investies sont récupérables. Rapidement, ça en a besoin. Alors, ça dépend du projet. Oui, en fait, quand vous êtes sur les marchés non cotés, vous pouvez pas récupérer votre argent comme ça. C'est tout le principe, en fait, de la différence avec les marchés cotés. Donc, vous récupérez l'argent en fonction de ce qui a été défini dans le cadre de votre investissement. Si vous avez investi en obligations à 5% par an, capital in fine, vous récupérez 5% par an et la cinquième année, vous récupérez 100% du capital. Si vous investissez en actions, ça dépend de quand vous vendez votre action, etc., etc. Donc, les gens sont liés. Effectivement, il n'y a pas un marché, on n'a pas créé un autre marché à côté pour que vous puissiez échanger vos actions quand vous voulez. C'était un peu trop compliqué à ce stade. Mais oui, vous êtes lié au placement que vous faites sur la plateforme. C'est ce qui rend le placement risqué d'ailleurs. Un emprunt d'État auprès des particuliers peut plutôt faire appel au marché. Un emprunt d'État massif, non dirigé, etc. Généralisé, non. Par contre, ce que je trouverais très intéressant, c'est de créer un emprunt d'État ciblé. Ça veut dire pour financer certains projets. Pour financer ce qui n'est pas finançable aujourd'hui par le marché et que l'État a besoin de financer, la rénovation énergétique, l'amélioration du système éducatif, les hôpitaux publics. Voilà, renforcer l'État sur tout ce qui est l'État-providence, du ressort de l'État-providence ou qui a un impact écologique ou social. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant et d'avoir recours aux particuliers pour ça, ça serait extrêmement intéressant. Par contre, si c'est fait de manière généralisée, non tracée, etc., c'est sûr qu'il va y avoir un backlash. Donc, je suis pour, par contre, effectivement, la création d'outils très clairs. Et d'ailleurs, il y a plusieurs ministères qui ont fait appel à nous pour travailler là-dessus, sur différentes verticales. Ça n'a pas encore vu le jour, mais très, très en attente de ça, ouais. Peut-être je vous propose de passer donc à la seconde partie de ce webinaire. Donc, vous l'avez introduit un petit peu déjà. Donc, l'idée, c'est que vous étiez donc coprésident du mouvement Impact France et puis vous avez créé l'association FAIR. Peut-être l'idée ici, là, c'est de partager ce qui vous a conduit à un engagement peut-être au-delà de l'ITA et de Rift, en revenant sur vos expériences et implications à travers ces deux entités, et peut-être commencer par nous présenter un peu leur rôle, ce qu'elles défendent, et aussi à travers elles illustrer l'enjeu et l'importance d'une action collective dans les transformations du système économique et financier. Absolument, absolument. Alors, j'ai pas créé FAIR. Je n'ai que 35 ans. Mais FAIR a été créé par... j'oublie tout le temps son nom, pardon, je suis désolée. Le fondateur de Habitat et Humanisme. Donc, vient vraiment à la base de... Donc, c'est Finansol à la base. C'est un acteur dont l'objectif était de développer la finance solidaire. La finance solidaire, elle a des racines assez, finalement, religieuses à la base. Parce que c'est normal, c'est les gens qui se posent une question de la morale en finance. À la base, c'est le secteur religieux et militant. On voit que l'émergence de la finance durable vient autant des personnes de la religion catholique, la religion musulmane, que de l'action militante, notamment aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, etc. Donc, elle a des racines souvent très très morales. Donc cette association a été créée par les fondateurs d'Habitat et Humanisme et les acteurs de la finance durable à l'époque, qui étaient la NEF, etc. Son objectif, c'était de développer la finance solidaire. Donc, la finance solidaire, c'est la finance durable, mais de manière plus le financement vraiment d'associations et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Une association qui réunit aujourd'hui autant des acteurs financiers traditionnels qui proposent des produits de finance solidaire que des acteurs militants qui font que de la finance solidaire, que des acteurs qui récupèrent l'argent de la finance solidaire. Donc, les foncières solidaires, celles qui développent du logement social, les acteurs d'insertion, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, etc. Donc, nous, on a rejoint avec l'ITA, l'association, il y a effectivement 8 ans. J'étais administratrice et membre du bureau pendant quelques années. Et l'association s'est transformée en FAIR pour pouvoir parler de l'ensemble de la finance à impact. Parce que la finance solidaire, c'était pas assez sexy pour la French Tech. Et du coup, ils se sont dit, on va représenter toute la finance à impact. Mais au final, aujourd'hui, oui, il y a des rapports sur la finance à impact générale, mais ce qui est toujours très intéressant chez FAIR, c'est leur label qui permettent d'identifier si dans un produit financier, vous avez de la finance solidaire. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez réellement du financement d'entreprises et de l'ESS, etc.
Et donc c'est une super association pour ça, et elle défend aussi des projets de loi pour améliorer la présence de la finance solidaire dans les produits financiers. Donc par exemple, il y a 2 ans, elle a milité pour que il y ait l'obligation d'avoir une unité de compte solidaire, donc un fonds qui investit dans l'économie sociale et solidaire, dans les produits d'assurance vie, dans l'épargne retraite, etc. Et donc ça va permettre de démocratiser, de financer plus de projets de l'économie sociale et solidaire. En fait, l'action collective, c'est comme ce que vous disiez en introduction, l'action collective, elle est obligatoire quand on fait de l'entrepreneuriat social ou écologique. Ceux qui pensent qu'ils peuvent résoudre le problème seuls se trompent. Enfin, on ne représente rien déjà à l'échelle de l'économie. Le secteur de l'économie sociale durable verte ne représente rien à l'échelle de l'économie. Il ne peut peser que s'il représente, il est uni. Donc dès le début, ça me paraissait évident qu'il fallait s'unir. Et je donnais une conférence il y a quelques semaines chez ReFashion, qui est l'acteur public qui collecte l'éco-taxe auprès des acteurs textiles. Et c'est la même chose sur le secteur textile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur textile qui peut résoudre la question de la circularité, de la fin de vie, etc. C'est-à-dire qu'ils vont se voir créer des structures communes pour aller vers la transition écologique. C'est ce que la question de la crise climatique, la crise sociale pose la question de la collectivité, forcément. Donc, penser la question de la transition écologique que sous le prisme libéral, genre je vais résoudre moi-même mon truc, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc bon, à part si on développe une start-up à l'échelle mondiale, et même en fait, il y a des effets rebonds, on le voit sur Black Market, on le voit sur beaucoup d'acteurs comme ça, il y a d'énormes effets rebonds à pas avoir pensé le système réellement. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Aussi parce que légalement, si ça bouge pas, on reste victime d'une compétitivité déloyale. C'est qu'on parle souvent, notamment je me rappelle quand j'étais présidente d'Impact France, on était dans les tables de négociation avec le MEDEF, la CPME, etc. Et on discutait des projets de loi économiques, etc. Et eux, ce qu'ils nous disaient souvent, c'est vos normes là, parce que nous, notre objectif, c'est de mettre en place des normes écologiques, sociales dans l'économie, des priorités dans les marchés publics pour les acteurs de l'économie sociale, etc. Ils nous disaient, vos normes, elles créent une défaillance de marché. Ça va empêcher la liberté d'entreprendre et ça va avoir un impact négatif sur la croissance de nos entreprises. Parce que vous mettez des normes. Mais en fait, on leur disait, mais pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est victime des normes du marché de l'économie libérale que sont, si vous voulez vendre, il faut faire le plus petit prix. Je parle de manière très simple, mais c'est parce que c'est ça, en fait. Vendez peu cher, délocalisez si vous voulez, limitez vos charges, vos coûts, donc ayez le moins d'emplois durables possible dans vos structures. Ayez une structure de charges qui fait que demain, vous pouvez vous séparer de 20-30% de vos effectifs et si vous voulez vous sauver. Si vous voulez bénéficier des fonds aujourd'hui des marchés, il faut avoir une approche très court-termiste, donc être capable de peu investir sur le long terme. On disait, nous, c'est ça, voilà, les règles de marché qui posent un problème dans la transition écologique et qui posent énormément de problèmes à nos acteurs économiques européens et français. Si les entreprises françaises, notamment, elles ne sont pas viables face aux marchés internationaux, c'est aussi parce qu'elles ont des meilleures pratiques. Mais donc, c'est quoi le but? C'est que de niveler tout le monde vers le bas, mais de toute façon, on sera jamais au niveau de merde que peuvent faire certains acteurs internationaux. On pourra jamais faire aussi mal, entre guillemets. Donc, on n'aura jamais des prix aussi faibles. Donc, à un moment, est-ce qu'on arrête et on se dit, on va relever la barre vers le haut, on va niveler les normes sociales et écologiques vers le haut pour tout sortir la tête de l'eau et avoir des acteurs qui sont durables. Donc, voilà, ça, c'était vraiment les débats qu'on a eus pendant des années et que le mouvement Impact France a toujours. Parce que voilà, sans normes, nos acteurs, ils peuvent pas survivre. S'ils sont pas prioritaires sur les marchés publics, ils peuvent pas survivre. S'ils sont pas, il n'y a pas des TVA préférentiels pour acheter des produits qui sont faits dans des meilleures conditions, on ne peut pas survivre. Si demain, pour nous, par exemple, l'ITA, disons, nous, on a le droit de lever que 5 millions par an. Par contre, une plateforme qui propose des ETF, qui est de la duplication d'indices de fonds cotés, si vous voulez, ça n'a aucun impact dans l'économie, ni bon ni mauvais, ça ne sert juste à rien pour le financement de l'économie. Par contre, eux, ils peuvent lever autant qu'ils veulent, des centaines de milliards s'ils veulent sur leur plateforme. Qu'est-ce qu'on trouve normal, en fait, sincèrement? Et donc voilà, les règles, elles sont déloyales quand on a une action sociale qui est juste. Donc c'est ça qu'on essayait de faire bouger.
Donc voilà, ça vient d'un constat simple de survie et ça vient aussi d'un engagement politique que de toute façon les entrepreneurs sociaux ont tous parce qu'ils sont conscients du monde dans lequel ils habitent. C'est ce qui les distingue, voilà, peut-être de certains entrepreneurs qui ont peut-être rien à faire. Et en vérité, il y en a de moins en moins des entrepreneurs qui en ont rien à faire. C'est juste qu'ils sont mal représentés aujourd'hui. Et ça, c'est le vrai problème, en vérité. C'est qu'ils sont représentés par des acteurs qui défendent pas réellement les PME. Donc nos PME sont en crise. Voilà pourquoi s'engager au niveau du mouvement Impact France, pourquoi s'engager au niveau de FAIRE et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui. Ensuite, mon travail, il a été effectivement de défendre ces acteurs-là, mais aussi de proposer des projets réglementaires, mais aussi de donner un cap un petit peu aussi théorique à quoi pourrait ressembler l'économie. Et en fait, ce que j'ai beaucoup constaté pendant les quelques années où j'ai fait pas mal de lobbying, que ce soit un lobbying auprès des acteurs publics ou des acteurs économiques classiques, ça se limitait pas à aller voir les ministères. On n'attendait pas le changement que de la part du politique, on attendait aussi beaucoup le changement de la part des gros acteurs économiques qui sont des pays en soi, enfin, en termes de richesse économique et qui ont une capacité de changement qui est extrêmement importante, même parfois plus importante aujourd'hui malheureusement que l'État. Et en fait, auprès de ces acteurs-là, ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait beau arriver avec nos modèles, montrer que c'était viable. Donc ça marchait. C'est-à-dire, ils prenaient des petites participations dans des acteurs. Mais ça reste très anecdotique. C'est-à-dire, c'est l'héroïsation de certains acteurs. Ils prennent quelques participations. Ça représente rien en termes de chiffre d'affaires pour eux. C'est juste pour apprendre un peu à faire différemment. Donc ça marchait. Par contre, si vous voulez passer une échelle, il y avait effectivement la norme qui faisait bouger. Et je l'ai vu, dès qu'il y a eu le CSRD, dès qu'il y a eu le Green New Deal, là, ils se sont mis en ordre de marche. Pourquoi ça s'est arrêté? Sincèrement, ils avaient tous fini leur CSRD. Ils étaient prêts à évaluer pas autant, mais en tout cas stratégiquement aussi, leur impact écologique et social. Et ça a été effectivement bazardé, on le sait, alors qu'ils étaient tous prêts. Tous les gros acteurs, les petits acteurs, les moyens acteurs, enfin tous ceux qui étaient concernés par CSRD, ils étaient prêts, quoi. Donc il y a l'argument réglementaire et puis finalement il y a un truc très culturel et personnel. C'est-à-dire que moi, les gens que j'ai vus changer, les patrons de grosses boîtes, même certaines personnes dans l'État, c'est souvent parce que ils étaient victimes eux-mêmes d'un scénario de vulnérabilité. Je m'explique. La personne qui a créé le comité éthique, dans la banque dont je vous ai parlé, mais dont je vous ai té le nom tout à l'heure, il l'a fait parce qu'il est devenu aidant. Il y a un célèbre économiste qui a écrit un rapport sur la justice sociale, avant qu'il était un économiste libéral très traditionnel, qui a écrit ça le jour où il est devenu malade. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est que souvent, quand les personnes passent par la vulnérabilité personnelle, ils se rendent compte que leur environnement il est vulnérable. Et surtout, ils commencent à s'en préoccuper. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a besoin aussi d'accompagner les personnes vulnérables et d'accompagner la vulnérabilité de notre environnement. Donc je pense qu'il y a, au-delà d'un changement économique, même si c'est le sujet aujourd'hui, il y a un changement culturel très, 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 très fort à opérer si on veut que demain, on se soucie de ces enjeux-là. Sinon, ça restera de l'opportunisme économique. Ça veut dire, s'il y a des gens qui veulent consommer vert, on fera du vert. Mais je veux dire, ce ne sera pas un vrai changement culturel. Si ça ne devient pas un changement culturel personnel et collectif, c'est-à-dire identitaire, quoi, au niveau d'une société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon travail, il passe beaucoup par travailler sur cet enjeu de vulnérabilité, que ce soit dans le secteur économique ou d'un point de vue philosophique, et à réfléchir à comment la vulnérabilité peut être traitée de manière différente dans la société, que ce soit par l'économique, par le politique, mais d'un point de vue personnel aussi, comment incarner différemment les récits de réussite, comment faire que la vulnérabilité soit pas célébrée, mais en tout cas ne soit pas enfouie, cachée. Ça passe par des trucs bêtes, ça passe par le fait que les personnes vulnérables soient déjà dans l'espace public. J'ai eu un bébé, moi, il y a quelques mois. Les enfants ne doivent pas faire partie de l'espace public, en fait. Ils doivent rester à la maison, dans des petites crèches toutes fermées quand ils y ont le droit. Et c'est tout, en fait. Et c'est un vrai problème. Et c'est la question de toutes les personnes vulnérables aujourd'hui qui ne peuvent pas faire partie de l'espace public. Ensuite, la vulnérabilité personnelle, elle n'est pas célébrée, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu de performance trop important qui, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif, nous mène à des crises économiques et à des burn-out personnels. Les gens sont complètement essoufflés. Donc, il y a la performance aujourd'hui qui masque une vulnérabilité existante.
essouffle autant les corps qu'il essouffle l'économie et la société dans son ensemble. Donc il y a un enjeu qui doit être repensé à cet endroit-là. Et aussi, il y a un problème de dévalorisation des personnes, des métiers et des structures qui sont les plus utiles à la société. Donc les entreprises sociales, pour moi, ce sont les acteurs de la vulnérabilité dans le secteur économique. Mais quand on parle de personnes qui accompagnent les personnes vulnérables, on parle des travailleuses du soin, on parle des infirmières, des professeurs, des auxiliaires de vie, etc., qui aujourd'hui ont les salaires les plus faibles dans la société, qui sont complètement dévalorisés. Et c'est un secteur qui est hautement en crise. C'est-à-dire que, à défaut de valoriser des personnes dans une société dont les mœurs évoluent, et à un moment, ils ne veulent plus faire ce métier-là. Et donc, ils le font mal. Donc, il y a eu effectivement toutes les infirmières qui ont fait un manifeste disant qu'elles étaient poussées à devenir maltraitantes, du coup qu'elles quittaient les hôpitaux. On le voit dans les auxiliaires de puériculture. Si aujourd'hui on ne peut pas garder les enfants, c'est parce qu'il n'y a plus d'auxiliaires de puériculture, etc. Et donc, par contre, ce sont ces métiers dont on a besoin aujourd'hui. Dans une période de crise, et dans une période où on gère la crise, parce que même si on nous vend un récit de croissance aujourd'hui, ça fait depuis les crises financières qu'on est dans une gestion de la crise et qu'on n'est plus dans un récit de croissance. Il y a des petits mouvements d'innovation, etc., qui se passent à des endroits, mais aujourd'hui, les entreprises, elles gèrent la crise. Et donc, pour gérer la crise, c'est les travailleurs du soin qui sont appelés. Donc c'est des personnes qui gèrent les vulnérabilités collectives. Donc, il y a besoin de revaloriser effectivement ces métiers-là, et ça passe par du politique, aussi beaucoup, et en Espagne, on l'a vu, ça a pu passer par du politique, c'est-à-dire de revaloriser, de fixer des salaires minimums pour les travailleurs et travailleuses du soin, de valoriser aussi au niveau de la retraite, etc., et au niveau des normes sociales, de valoriser le travail gratuit, le travail du soin gratuit, etc. Bon, voilà, ça passe par tout plein de mouvements culturels ou de mouvements économiques ou politiques ou de normes. Et moi, tout ça, je le travaille sur un chapeau qui est l'économie du care, c'est-à-dire que l'économie du care, c'est l'économie finalement qui part du principe que nous sommes des êtres vulnérables, nous ne sommes pas des êtres autonomes, que la vulnérabilité, c'est notre condition et que l'autonomie, c'est notre fiction. C'est la fiction qu'on s'est inventée, comme dit la philosophe Cynthia Fleury, et que de par ce constat-là, donc notre économie libérale est basée sur le fait que nous sommes des êtres de performance. Donc si on part du principe qu'on est des êtres de vulnérabilité, on développe une économie qui est différente, et donc qui est l'économie du care. Et c'est sur ça que je travaille depuis aussi quelques années, à travers le podcast, mais globalement à travers un travail de recherche et d'écriture, et puis d'accompagnement aussi d'acteurs économiques, etc. Voilà. Première question, on va prendre à nouveau des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les ajouter dans l'espace de chat. Donc, il y a une première question. Est-ce que vous avez des actions auprès des organisations syndicales directement dans les entreprises, établissements, donc au-delà du FAIR ou d'un label type CIES? Les organisations syndicales, on travaillait avec elles pas mal sur les négociations économiques quand j'étais au mouvement Impact France, parce que c'est vrai qu'on pouvait avoir aussi parfois les mêmes revendications que des acteurs comme la CFDT, etc., quoi. Donc il y avait aussi quand on travaille sur l'économie durable, forcément on se préoccupe de la condition aussi des salariés, donc on travaillait main dans la main aussi avec des acteurs syndicaux. Après, dans les entreprises directement, pas tant que ça. Moi, j'ai quelques syndicats qui ont fait appel à moi parce que certaines personnes syndiquées voulaient, par exemple, demander à leur direction de changer l'épargne salariale, qu'elles soient investies différemment, etc. Donc, il y a des acteurs syndicaux qui font appel à nous parfois pour faire bouger des choses dans leur propre boîte. D'ailleurs, il y avait un acteur qui s'appelle les collectifs, qui s'était créé pour justement créer des collectifs de salariés qui travaillaient sur la transition écologique, un peu à côté des syndicats. Mais bon, je trouve que c'est toujours mieux de le faire au sein des structures syndicales. Voilà. Mais moi, ça se limitait. Mais cette action-là est très importante. Mais juste moi, je le fais pas. Est-ce que vous avez identifié en particulier, vous en avez un peu parlé, mais peut-être pour faire une synthèse, les freins qui persistent encore pour démocratiser l'épargne solidaire auprès du grand public? Est-ce qu'il y a vraiment des éléments très, très prégnants et qui sont encore à lever? Bien sûr, déjà, c'est pas une épargne qui bénéficie d'avantages spécifiques. Quand vous voulez développer une forme d'épargne, il faut lui créer des avantages.
C'est comme ça dans tous les produits. C'est-à-dire, il a fallu créer des avantages fiscaux sur l'assurance vie, sur l'épargne retraite. Voilà. Donc, quand l'État veut pousser une forme d'épargne, il crée voilà, des avantages autour de ce produit d'épargne. Donc, il n'y en a pas sur l'épargne solidaire. Donc, voilà. En tout cas, ou très peu. Hein. Je veux dire, ça reste très minime. C'est-à-dire qu'une entreprise sociale, alors vous avez une défiscalisation pour les PME, bah, pour une entreprise sociale, c'est pas 5 ans, c'est 10 ans. Mais oui, c'est pas une intention, il n'y a pas une intention vraiment de démocratiser quand on fait un truc fiscal comme ça, quoi. Donc voilà, il faut qu'il y ait une intention de démocratiser ces produits-là, déjà. Il faut aussi que les banquiers les proposent, donc ils soient incités à les proposer. Pareil, hein, un banquier, il a des pourcentages sur la vente de certains produits et pas d'autres. Il faudrait qu'ils soient incités à plus développer, enfin vendre des produits de finance solidaire. Puis il faudrait que la structuration des produits d'épargne change. Il faut qu'il y ait des fonds de garantie comme il y a dans plein. Par exemple, vous voyez, quand un fonds d'investissement va lever de l'argent pour investir dans des startups, il va avoir des garanties de BPI. Voilà, si ces placements sont pas les bons. Il n'y a pas ça dans l'économie sociale. Il n'y a pas ça dans l'investissement durable. Il n'y a pas ça sur l'ITA d'ailleurs. Les fonds institutionnels, donc les acteurs institutionnels qui sont la plupart du temps plutôt aisés, donc qui ont la capacité même de, si jamais ils perdent leur argent par leur modèle économique, de se soutenir, eux sont garantis, mais pas les particuliers qui mettent leur épargne. Donc il y a aussi un vrai problème citoyen, démocratique. Donc franchement, moi, je vais être très honnête, aujourd'hui je le vois, il y a une intention d'investir. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas d'intention d'investir. Nous on le voit, quand il y a un projet qui est connu comme Duralex, les gens investissent. C'est juste que, bah oui, quand on fait financer le tiers-lieu du coin, personne ne le connaît, ce tiers-lieu, à part ses clients, c'est sûr que ça fait pas bouger les foules, mais c'est parce que le projet n'est pas connu. À partir du moment où on propose aux gens quelque chose qu'ils connaissent, donc qu'ils comprennent, qu'ils vont financer l'industrie verte par exemple, ils y vont. Donc c'est bien qu'il manque juste maintenant d'incitants, de protection, de cadrage, de professionnalisation de ce secteur-là, quoi. Et peut-être vous évoquiez cette question de la réglementation, évidemment, mais est-ce que, quel rôle les pouvoirs publics peuvent jouer dans la transformation du modèle financier au-delà peut-être de cette question qu'on a déjà évoquée un peu de réglementation? Bah moi, je pense qu'effectivement, il faut développer plus de partenariats publics-privés sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut remettre aussi les social impact bonds au goût du jour parce que, je sais pas, mais moi, ça me terrorise quand je vais à l'hôpital public de voir les conditions dans lesquelles les gens travaillent, l'enjeu de performance. Et même ce qui m'a le plus choqué, pardon de faire du pathos, mais la vérité, c'est que c'est aussi beaucoup ça, à un moment. Ce qui m'a le plus choqué, c'est la manière dont on traite nos enfants. Enfin, je pensais pas que l'hôpital public pour les enfants avait cette gueule-là, sincèrement. Et que les gens étaient poussés, que les médecins, les soignants étaient poussés à bout comme ça, étaient si peu, etc. Je m'attendais à plus, enfin, quelque chose de mieux que moi quand je vais aux urgences parce que je me suis cassé le doigt, quoi. Et non. Et ça montre vraiment la manière dont on traite les personnes vulnérables dans un pays. Ça montre aussi, ça dit beaucoup quand même, je trouve. Après, il y a un problème de déficit public, ok. Après, il y a une question de choix financier qui est certain. Mais bon, ça, on va pas rentrer là-dedans. En tout cas, il y a une possibilité de collaborer, je trouve, avec des acteurs financiers qui font ce type d'investissement. Je suis persuadée que si on fait un social impact bond pour rénover l'hôpital X, Y, où on cantonne, par exemple, aux gens qui habitent dans le quartier, etc., et on leur propose un système qui est pas très lucratif, mais au moins qui garantit un minimum leur placement, qu'ils investiraient sans se poser de questions. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des partenariats comme ça à développer pour être très concrète, aussi très entrepreneuriale et moins politique. Et ça fonctionne pour tout. Hein. Ça fonctionne pour la rénovation énergétique, comme je vous disais. Ça fonctionne pour l'industrie. Ça fonctionne pour l'école. Ça fonctionne pour tout le système public. Parce que la privatisation, par contre, elle est, c'est la détérioration de notre système social. Donc, pour travailler sur les modèles qui ont été privatisés beaucoup, notamment dans l'économie du care, on peut pas dire que la privatisation fonctionne. Enfin, je veux dire, ce serait vraiment se mentir. Donc voilà, il faut par contre développer les partenariats publics-privés pour que il puisse avoir un peu d'argent du secteur privé bien dirigé et de l'argent citoyen qui peuvent financer ces projets-là. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à faire à court terme. Et après, quoi d'autre ? Non, mais peut-être effectivement exiger pour pouvoir avoir la fiscalité du PER, par exemple, qu'il y ait, je sais pas, 5% qui soient investis dans des projets durables. Enfin voilà, il y a tout plein de conditionnements
à des niches fiscales, etc., qui peut être faite sous réserve que ça soutienne un minimum la transition écologique, les acteurs de la transition écologique, etc. Voilà. Mais ça nécessite en fait, en termes de mentalité politique, d'accepter le conditionnement, le ciblage, mais qui est nécessaire à mon sens. Mais voilà. Il y a une remarque dans les commentaires. Certaines collectivités locales font maintenant appel à l'épargne privée pour investir. Est-ce que ça, vous avez peut-être pu l'observer? Ouais, après, c'est pas facile de mettre en place. On avait beaucoup travaillé avec les collectivités pour lever de l'argent pour la rénovation énergétique, notamment. Mais les mécanismes sont encore très compliqués à mettre en place. Donc là, c'est plus une question technique qui se règle. Et aussi, les montants sont trop faibles. Enfin, 5 millions d'euros pour rénover une collectivité, c'est rien. C'est de l'immobilier. Avec 5 millions, on fait rien. Enfin, je veux dire. Donc, il y a besoin que nous, on puisse lever aussi plus d'argent pour créer des débouchés. Donc ça, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que je le répète. Lever ce seuil, c'est hyper important pour advenir plus de ces projets-là, lever aussi les petits problèmes techniques, et après ne plus faire du cas par cas au bon vouloir des investisseurs. C'est un enjeu de la taxe dans un certain sens. Oui, bah bien sûr. Bah c'est à ça que sert la norme, effectivement. C'est pour ça que moi je défends aussi de la norme. Et si on n'est pas, moi je suis très pour la taxe Zuckman. Enfin, je trouve que ça touche qu'une partie des patrimoines, même s'il y a des enjeux techniques, on a toujours su les résoudre, hein, les enjeux techniques après, je veux dire. Mais en tout cas, ce que permettrait un outil comme celui-ci, c'est peut-être ensuite de rediriger effectivement mieux l'argent, le fluidifier. Et ce serait intéressant que la taxe Zuckman, typiquement, puisse être redirigée vers des projets d'utilité publique. Peut-être que ça la rendrait plus digeste pour certains. C'est une discussion à avoir. Votre opinion sur le label ISR? Pardon, je lis les questions, c'était votre travail. Allez-y. Sur le label ISR, dans sa nouvelle version, il est bien. Moi, j'ai participé aux acteurs qui ont fait du lobbying auprès de Bercy pour que il exclue l'extraction fossile, etc. Donc, je suis très contente que ça a été annoncé par Bruno Le Maire. Alors, je sais pas trop où on en est avec les décrets, les trucs et tout. Bon, mais bon, en tout cas, sa nouvelle version, elle est déjà un peu plus convenable parce qu'au moins, on s'assure avec le label ISR qu'on ne finance pas de l'extraction fossile. Maintenant, voilà, il y a tout plein d'autres secteurs à normaliser. Mais voilà, c'est essentiellement ça, le label ISR pour moi. C'est des enjeux de gouvernance et des enjeux de sélectivité maintenant sur l'extraction fossile, ce qui est nouveau. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'exclusion dans le label ISR. Maintenant, il y a au moins celle-ci. Voilà, c'est ce que ça permet de savoir. Mais on peut retrouver n'importe quel type au-delà de ça, on peut retrouver n'importe quel type de projet, n'importe quel type d'entreprise du CAC ou de... voilà, faut pas se dire que ça nous permet d'avoir mieux que ça. Ce qu'il faut faire souvent, c'est regarder les politiques des fonds. C'est ça qu'il faut faire en vérité. Les labels, c'est bien, mais maintenant, il faut aller à l'étape d'après, qui est de regarder concrètement ce que ça finance, pourquoi, sous quelle forme, etc. Et après, c'est toujours aussi vraiment en fonction de la morale de l'individu. Je regarde s'il y a des nouvelles questions. Sinon, on arrive à la fin de notre webinaire. Si je ne vois pas d'autres questions, je vous propose. Je vous propose de conclure. Merci beaucoup donc, pour votre intervention, Eva. Merci à toutes et tous pour votre présence pendant ce webinaire qui est donc enregistré. Donc, il y aura la possibilité de revoir ou de partager le lien vers cet enregistrement. Peut-être quelques informations avant de se quitter. Donc, vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation à la suite de ce webinaire. C'est vraiment très utile pour nous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Enfin, c'est vraiment intéressant si vous pouvez y répondre parce que ça nous permet d'ajuster la programmation et de répondre au mieux à vos besoins. Donc, c'est important pour nous. Et puis, d'ici quelques jours, donc, vous aurez le lien vers le replay. C'est un webinaire qui clôturerait le cycle pour cette année. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle programmation. Et puis,
voilà, n'hésitez pas. Comme je vous le disais, il y a toute la programmation passée qui est disponible sur la page de l'IGPDE et sur notre site internet Innovo, innovons pour les transformations. Merci encore beaucoup, Eva, pour votre intervention, votre disponibilité. Et puis, on mettra en ligne tous ces éléments. Très bonne journée. Merci. Bonne journée.